Bonsoir. Alors, bienvenue sur notre premier marathon de la semaine. Bon, pas le premier marathon, ça c'est celui de cette semaine, on va le dire comme ça. Alors, le marathon, c'est quoi? C'est essentiellement des lives qu'on a tendance à faire soit sur des thématiques en particulier ou bien sur une séance ici de questions-réponses à laquelle je vais vraiment m'oublier ici à la réponse aux différentes questions. Enfin, je vais essayer du mieux possible ici de répondre aux différentes questions que vous posez en matière de stock picking ou bien pour des analyses quantitatives sur des entreprises particulières ici. Et donc, je rappelle que ceci, c'est dans le cadre de l'ouverture ici du Top Premium Infinity. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. Vous rappelez que le Top Premium Infinity, on ouvre à certaines périodes de l'année. OK? Donc, ça, c'est la dernière ouverture de cette année. Le principe est comme d'habitude. Le principe, c'est le prix augmente à chaque live. OK? Donc, aujourd'hui, c'est vous qui faites le live. On sera à peu près là pour 1 heure à 1 h 30 grand max ici. On va essayer du mieux possible de répondre à toutes vos questions. Donc, je les attends ici avec impatience dans le chat. OK? Donc, comment on appelle ça? Normalement, je rappelle toujours une chose, c'est que si vous avez regardé les lives précédents, enfin, généralement, si vous me posez une question par rapport à une entreprise, si je ne réponds pas directement, c'est pas parce que je n'ai pas envie de répondre. C'est uniquement parce que je pense avoir déjà répondu à cette question-là sur les lives précédents. Vous allez également voir qu'il y a il y a deux façons ici de présenter le live. On l'a ici en version horizontale et verticale. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais que certains vont se dire, oui, mais depuis quand c'est comme ça? Je vois deux lives. En fait, il y en a deux, c'est vrai, mais il y a une version verticale et horizontale. OK? Après, d'ailleurs, je pourrais faire ceci, supprimer la version. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que quand j'ai lancé le live tout à l'heure, j'ai juste constaté que ah bah, je n'avais pas le choix que de mettre ça en version verticale. Enfin, pas que le choix, mais je n'ai pas remarqué que j'avais validé cette option-là. Donc, je me dis, si je coupe le live, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Bref, si vous avez en version horizontale, ne vous inquiétez pas. Switcher, il y a une version verticale qui existe. Dans tous les cas de figure, ça reste à peu près la même chose, hein. Je bavarde juste de manière générale. Alors, la bonne version sera sur la chaîne ici, dans la playlist concernant ici les différents lives qu'on a fait précédemment. Je vous l'ai montré lors des dernières vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur la page principale de Top Invest, comme celle-ci. Vous allez sur la page principale, vous allez sur cours ou bien playlist, ça dépend, c'est comme vous voulez. Bon, disons qu'on va sur cours, vous cliquez là et vous allez voir que les lives sont restés en ce moment. Comme je disais tantôt, il y a deux versions de live. Il y en a une qui est en version verticale et une autre qui est en version horizontale. OK? Je peux faire celle en version ici horizontale. Bah, le vertical, je ne sais pas, c'est une nouvelle option que mon outil de streaming m'a proposé aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, ça me fait même rigoler sur cet outil de streaming-là. Comment est-ce que je peux payer 80 balles et ils se permettent encore de mettre leur logo dessus? Donc, je sers encore d'emblème publicité de pancarte ici, alors que je paye un abonnement par mois à ce truc-là. Bref, il va falloir que je règle cette situation-là. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je prends toutes vos questions, comme je l'ai dit ici, en dessous, entre 1 heure et 1 h 30, grand max. S'il y a des questions intéressantes, peut-être qu'on ira à 1 h 30, mais si c'est juste des éléments quantitatifs, etc., voilà, on va à peu près avoir tendance à gérer ça sur 1 heure de temps. Donc, je prends la première question ici. Argolas, bonsoir, comment tu vas? Je prends la première question de Couturier Philippe. Euh, Bonjour Thierry, que penses-tu de Owens Corning? Owens Corning, je vais regarder à peu près à quoi ça ressemble, cette affaire-là. J'ai une vague idée de ce que l'entreprise fait. Il me semble que on doit être dans tout ce qui concerne ici le verre ou un truc comme ça, ou bien c'est parce qu'elle avait deux compagnies. C'était deux aussi, une entreprise qui était dans le segment du verre, également dans le segment ici de la fibre optique, un truc comme ça. Bon, on va aller vérifier, hein. Building Product, OK, bah, ici, je pense que c'est plutôt dans la partie comment on appelle ça? Les isolants pour la maison. Ouais, bref, ne spéculons pas, on vérifie. Description de la vidéo. Après, on peut utiliser notre prompt ici, Gemini, pour ceux qui ne savent pas ce que l'entreprise fait. Le prompt qui est disponible ici dans le Top Premium, un parmi tant d'autres, bien sûr. Je l'ai présent. Enfin, vous avez eu tendance ici à le tester pendant une certaine période. Il était gratuit pendant toute la durée du mois d'octobre ici. Enfin, c'était juste un seul qui était gratuit de manière générale. Donc, ici, donnez-moi juste un instant, je vais aller dans les commentaires. Voilà, Owens Corning. Parfait, donc c'est celle-ci. Je vais fermer cette page avec cette dernière et on valide ceci. OK. Donc, Building Product, ça renvoie à quoi? À quelque chose de cyclique.
Et une fois que je vois building product, je sais que c'est cyclique de manière générale. Donc, je dois faire attention au cycle actuel. Si c'est une entreprise qui paraît sous-évaluée, etc., la question que je devrais me poser, c'est où est-ce qu'on en est au niveau du cycle? C'est sûr que ce sont des building products, mais dans quelle région géographique? Ce sont également des questions que je me pose. Par exemple, quand j'utilise le prompt ici, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Owens Corning est un leader des produits de construction et des matériaux industriels. Elle fabrique et commercialise des produits d'isolation, des matériaux de couverture, des systèmes de porte et des matériaux composites en fibre de verre utilisés dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle à travers le monde. Donc, dépend essentiellement du marché de la construction. Comment elle gagne de l'argent? L'entreprise opère à travers 4 segments. Premièrement, vous avez ici donc 4 segments principaux avant l'acquisition ici de Masonic et la cession de Composite. Bon, qui sont généralement, donc ça c'était avant l'acquisition, donc ça doit être mis à jour. On a la toiture, donc le roofing, la génération majoritaire de revenus provient de ce segment-là. Ensuite, on a le segment composite ici qui est en cours de cession. Et on a le segment porte également ici suite à l'acquisition de Masonite en mai 2024. Donc, on sait déjà qu'au niveau de comment gagne-t-elle de l'argent, c'est quelque chose qu'on devrait affiner. Qui sont les clients? Principalement ici des professionnels de la construction, des entrepreneurs, des distributeurs de matériaux de construction et les détaillants. Donc, c'est essentiellement du B2B, mais n'empêche que ça reste un business cyclique. L'entreprise opère majoritairement à l'échelle mondiale, mais génère la majeure partie de ses revenus aux États-Unis. Quelle est la fréquence d'achat des clients? Donc, les achats sont peu fréquents et dépendant des cycles de construction et de la durée de vie des produits. Par exemple, les toitures durent des décennies. Donc, le segment de toiture, il est cyclique, fortement influencé par les réflexions liées aux intempéries, donc activité des tempêtes, etc. Donc, si vous entendez un jour qu'il y a eu un cyclone aux États-Unis, etc., ça peut être une bonne chose, enfin, malheureusement, pour ce genre d'entreprise. Dans le segment toiture a démontré un fort pouvoir de fixation des prix. Donc, côté 3 2025, le PDG a noté ceci, et ça, c'est encore à aller vérifier. Le prix a plus que compensé l'impact de l'inflation des coûts dans le segment toiture, ce qui est un signe de pouvoir de fixation des prix selon ce que cet outil-ci me raconte. Encore une fois, c'est juste pour débroussailler. Normalement, ici, il vous passe des phases d'affaires. Ici, on a un retour de capital, donc je peux utiliser ici une évaluation par les multiples. Est-ce qu'on a des relais de quoi? Est-ce qu'on a un avantage concurrentiel? Essentiellement, ici, l'avantage concurrentiel, il me dit ici que ça sera la production à faible coût et les actifs immatériels. Je suis d'accord avec lui parce que généralement, ce genre de produit-là, oui, on fixe le prix quand la demande est élevée, mais en période difficile ici, le plus important, c'est d'avoir généralement des coûts de production qu'on pourrait ajuster. Bref, vous avez tous ces genres de réponses à ceux qui ont accès au prompt. Ici, vous pouvez poser la question, vous aurez à peu près une réponse qui va dans ce sens-là. Maintenant, quand on va regarder les chiffres, sachant que c'est un business cyclique, j'observe déjà qu'il se négocie à 10 fois les bénéfices, les forward PE. Moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Mon problème, c'est est-ce que les revenus sont durables? C'est la grosse question. C'est la question la plus importante. On peut déjà voir ici que c'est un business qui est cyclique. Vous voyez? Stabilité, tac, tac, tac. Attention, il a également beaucoup changé dans le temps. Vous pouvez voir acquisition à ces niveaux. On a fait une grosse acquisition ici. Et on peut également regarder divestiture. Je sais que vous ne voyez pas mon écran. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé de Constellation Software. Je pense que j'en parle à tous les lives. J'en ai déjà parlé précédemment. Désolé, enfin, même pas désolé, je suis du même avis positif que toi. Maintenant, la question se pose ici de savoir, c'est toujours une affaire d'IA, changement de PDG, etc. Ça dépend de comment est-ce que toi, tu vas apprécier cela. Mais j'en ai déjà parlé. Peut-être que je ferai une note d'analyse dessus. OK? Donc, attends, il faut que je vérifie quelque chose. Excusez-moi, je suis un peu grippé en ce moment. C'est pour ça que je n'ai pas fait de thématique parce que vous allez m'entendre peut-être parfois éternuer ou bien tousser un tout petit peu. So, voilà. Donc, j'ai tenu à maintenir ici le live en question. Donc, il faut vérifier je termine d'abord avec cette compagnie-ci. On a une compagnie qui est cyclique. Ça se voit au niveau des chiffres. OK? Elle est cyclique parce que les marchés finaux sont cycliques. Mais elle semble avoir un pricing power malgré le fait que le business soit cyclique. Elle semble toujours aller vérifier. Ça ne veut pas dire ici que la grosse question, c'est de savoir est-ce que le marché résidentiel dans les zones géographiques dans lesquelles on opère aujourd'hui, est-ce que ce marché-là se porte bien? Est-ce qu'il y a une tendance structurelle de fond, une croissance séculaire? Moi, je pourrais vous dire oui. Je connais les raisons. Maintenant, allez vérifier vous-même. OK? Ceux qui sont dans le top premier Infinity, on en a déjà parlé dans une note d'analyse sectorielle.
Donc, je continue ici. Marge brute, premier niveau de pricing power, c'est le maintien ou la stabilité des marges brutes. Ici, vous observez que dans un business cyclique, on a des marges brutes qui augmentent. Très, très bien. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je cherche avant tout la stabilité des marges. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 25%. Sur les 5 dernières années, c'est 27%. Moi, je dirais 10 dernières années, c'est assez pour le ZIP. Il y a de grandes chances qu'on garde ce niveau-là. Ensuite, marge EBITDA. C'est bien les marges brutes qui augmentent, mais est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Je peux déjà te dire que par rapport à ce que je vois dans ce domaine d'activité, c'est intéressant. Dans ce domaine d'activité, elle montre carrément, elle a le comportement d'une entreprise intéressant dans ce domaine. C'est à ça que ça ressemble à un beau business dans ce domaine. OK? Donc, si on prend ici les BIDA, donnez-moi juste un instant. Ne vous inquiétez pas, je vois toutes vos questions. OK? Je pourrais même faire ceci. Hein. Note. On va faire ça. Actif. Commentaires. OK, je pourrais afficher les commentaires sur la scène. Donc, vous pouvez voir ici les différents commentaires qui s'affichent. So, je termine juste avec. Alors, donc on voit déjà ici que l'EBITDA également augmente. C'est une bonne chose. Dette nette sur EBITDA. Normalement, il est préférable que ce genre de business ne soit pas endetté. Parce que le cycle peut se retourner très rapidement. Évidemment, on n'étudie juste pas la dette en disant que oui, c'est le cycle est haut, le cycle peut se retourner, etc. On doit également aller regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps, les caractéristiques de cette dette-là, etc. Pour ceux qui ont la formation sur les REIT, je vous envoie toujours ici sur l'appréciation de la dette qu'on a fait lors ici de l'analyse qu'on avait, enfin l'entreprise qu'on avait choisie ici pour pouvoir être le sujet de notre analyse de fin de session. Parfois on dit session, fin de formation ici, histoire ici de vous montrer que tous les éléments qu'on a appris dans la formation, on les applique, comment est-ce qu'on les applique dans le monde réel? Parce que ça ne sert à rien de faire une formation sur la bourse ici si vous ne pouvez pas appliquer ça en lisant les rapports financiers. Bien évidemment, les IA peuvent nous aider ici, mais plus à mieux comprendre les choses, pas à faire le travail d'analyse à notre place. OK? Et donc, je reviens ici. Concernant la dette nette, qu'est-ce qu'on constate? La dette nette ici semble, enfin, on a une dette nette de 5 milliards 300. Cette dette nette sur EBITDA, ça représente combien? Et on ne rembourse pas la dette nette avec l'EBITDA, on rembourse la dette nette avec les free cash flow. C'est 2 fois l'EBITDA. Ce genre de business en dessous de 3, c'est parfait. D'habitude, vous m'entendez dire en dessous de 5, c'est parfait. Mais ça, c'est pour une entreprise comme du Apple, du Google, donc très peu cyclique. Ici, en dessous de 3, de peut faire même 0 en termes de dette nette. Parce qu'il y a une chose, c'est que le free cash flow, il n'est pas stable, parce qu'on rembourse la dette nette avec les free cash flow. Le free cash flow, il a tendance à fluctuer. Tant que le cycle est haussier, très bien, on gagne de l'argent. Mais si le cycle se retourne demain, il faut avoir la capacité de souffrir. Alors, si je prends la médiane ici des free cash flow sur les 5 dernières années, c'est à peu près 1 milliard par là. En termes de prévision, les prévisions sont toujours optimistes quand on gagne beaucoup d'argent, quand le cycle est haut. Comme je dis toujours, regardez, il y a quelques mois, si on était au mois d'avril, j'allais vous dire ici qu'on s'attend à 1 milliard 500. Aujourd'hui, c'est 800 millions. Donc, vous voyez que ça fluctue. Donc, les attentes des analystes, enfin, les analystes sont de moins, ils sont de moins en moins optimistes, on va le dire comme ça. Et vous, la raison, enfin, votre problème, c'est de rechercher ici la raison derrière cet optimisme, enfin, soit l'optimisme ou le pessimisme. C'est la raison qui nous intéresse. OK? Et une fois qu'on sélectionne la raison ici, on identifie la raison, on se pose la question de savoir est-ce que c'est durable ou temporaire et quel est le multiple de valorisation adéquat que je pourrais payer sur ce type d'entreprise. Je vous dirais même que de préférence, sur ce genre de business, je préfère encore les étudier en prenant en considération les cash flows opérationnels, 10 fois les cash flows opérationnels, moins la dette nette, et je me fais une idée par rapport à ça. Mais on va faire les deux. Je sais qu'on parle encore de Wayne Corning, j'aurais dû faire ça en 5 minutes ici, mais j'essaie de bien vous expliquer les choses, enfin, du mieux possible ici, parce que je me dis une chose, on s'en fout en fait de c'est surévalué, c'est sous-évalué. C'est le processus qui nous amène à cette réflexion-là qui est intéressante. Enfin, moi, je trouve. Si pour vous, c'est juste le prix, franchement, ne faites pas du stock picking. Parce que dès que je finis de bavarder comme ça, il faut que j'aille derrière. Parce que je pose déjà des questions en parlant. Je pose des questions. Je ne sais pas ce que l'entreprise fait. J'ai une vague idée de ce qu'elle fait. Je vois déjà que les moteurs de croissance doivent être à ce niveau-là. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'environnement sectoriel en date d'aujourd'hui. OK? Donc, disons, on prend 800 millions. C'est ce que l'entreprise peut rapporter en termes de free cash flow. 800 millions ici à 15 fois les free cash flow, parce que ce sont les free cash flow, ça donne à peu près aux alentours de 12 milliards. J'ai pris 800 millions, je vais prendre 800 millions, 500 ou bien 1 milliard même. Ça dépend. Si je prends 1 milliard,
faut également que je me pose la question de savoir, je pourrais même prendre 1 milliard parce que je sais qu'il y a une croissance sous-jacente ici qui est assez forte. Maintenant, la croissance sous-jacente ici est freinée un tout petit peu par les taux d'intérêt, OK? Majoritairement, on va le dire comme ça. Vous avez vu dernièrement, Trump a dit que ça pourrait être intéressant de proposer des hypothèques, donc d'attribuer, de permettre à des gens d'acheter, de s'endetter sur 50 ans pour acheter un bien immobilier. Je trouve ça, moi, personnellement, ridicule, parce qu'en fait, vous allez payer moins en termes de mensualité, c'est sûr, mais votre maison va vous coûter 2 à 3 fois plus cher. Faites le calcul. Oui. Donc, ça pourrait booster, mais c'est dangereux à long terme. Là, il faut déjà le reconnaître présentement. C'est pour ça que c'est important de comprendre les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez investir. Le stock picking, ce n'est pas juste j'achète par rapport au PER, etc. Non. Ce qui vous permet de garder en période difficile, c'est la compréhension, non seulement de l'entreprise, mais de l'environnement dans lequel elle exerce. Donc, il faut penser comme un entrepreneur. Comme si vous étiez PDG de Owens Corning. Est-ce que vous essayez encore de regarder le bénéfice net? Oui, c'est important. Mais pour pouvoir maintenir une stabilité de ce bénéfice net-là, vous allez vous concentrer sur quoi? Vous devez avoir les produits les plus intéressants du marché en date d'aujourd'hui. Vous devez avoir les coûts de production les plus bas. Bref, vous devez tuer les concurrents, vous devez les garder à distance. Et ici, pour avoir un avantage concurrentiel, il faut avoir des coûts de production bas ou bien un actif immatériel. Donc, quand on veut construire un bien immobilier et quand on a besoin de toiture ici, on dit, ah, Owens Corning, c'est la marque qu'il nous faut. Parce qu'avec eux, la garantie, elle est là, etc., etc. OK? Donc, si je prends 800 millions ici, je suis théoriquement, je suis moins 10 ans. OK? Et je vous dirais même que si je prends 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, disons, j'enlève la dette nette ici, on a combien? 1 milliard 400, non, dette nette ici, on avait combien ici? On avait à peu près 5 milliards 320. Excusez-moi d'être aussi long, hein, c'est parce que je n'ai pas souvent envie que je veux que vous puissiez voir le stock picking comme il est réellement. Pas juste une affaire de chiffres qui montent et qui descendent ici, non. Donc, ça fait à peu près 6 milliards 600. Et vous savez que je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices. Regardez, si on enlève la dette, il va nous rester à peu près 6 milliards 680 techniquement par rapport aux 800 millions en moyenne qu'on rapporte en free cash flow ces 10 dernières années. C'est 8,35 fois les free cash flow, ce qui n'est pas normal. Donc, en réalité, je vais me limiter à 8 milliards. Je divise par le nombre d'actions. Et le nombre d'actions, il ressemble à quoi? C'est exactement le genre de business qui devrait racheter massivement ses actions. OK? Share. OK? Et voilà. Donc, elle rachète massivement ses actions et c'est ça qu'on demande à un business cyclique. Moi, j'aime ça. Donc, on a à peu près 83 millions d'actions, donc divisé par 83, on arrive à une valorisation aux alentours de 96 $. Donc, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée. Maintenant, si le cycle continue à accélérer, s'il se reprend, s'il va au-delà de 1 milliard 500, ça pourrait être très bénéfique pour ce type de business. OK, regarde. En forecasting ici, il y a quelques temps, les analystes s'attendaient à 13,96 $. En 2026, aujourd'hui, c'est 10,91 $. En 2027, c'était 13,98 $. Aujourd'hui, c'est 10,84 $. Donc, ils sont moins optimistes qu'il y a 6 mois. Et ton problème, toi, en tant qu'actionnaire, il y a même 3 mois, c'était 15,45 $. Tu vois? Donc, on avait mis une augmentation de 13,96, 98, ensuite 15,45. Et là, on se retrouve à peu près aux alentours ici de 10,84 $, soit à peu près une réduction de 30% par rapport il y a 3 mois. Donc, quand tu achètes une compagnie cyclique, tu ne dois pas, le but du game est de ne pas se retrouver dans ce piège-là. C'est pour ça qu'il faut mieux étudier les cycles. Et évidemment, vous n'aurez pas la réponse correcte ici, qu'on est en haut des cycles, bas des cycles. Il faut rechercher la croissance sous-jacente. Elle provient d'où? Par exemple, si on est dans le marché, je vous avais dit ici, je n'aime même pas parler comme ça, les entités comme Vicat vont très bien se comporter aux États-Unis parce qu'il y a une croissance sous-jacente au niveau ici, avec l'infrastructure Act. On a besoin de ciment. Et le ciment est très particulier, il n'y a pas de concurrence régionale. Hein? Oh, c'est étonnant de voir ça maintenant. Ce n'est pas de la magie. Je n'ai pas acheté de Vicat. Ce n'est pas le type d'entreprise qui m'intéresse. Mais elle était sous-évaluée pendant très longtemps et très bien gérée. Retrouvez sur les anciennes vidéos. Elles sont là. Et donc, il faut savoir raconter l'histoire derrière les chiffres. Et vous ne pouvez pas la raconter si vous ne lisez pas les rapports financiers. Je vous ai dit, la croissance s'accumule. Vous pouvez faire une erreur en date d'aujourd'hui, mais demain, si vous retombez sur la même entreprise sur une entreprise dans le même secteur d'activité, avec à peu près les mêmes éléments qui ont fait à ce que vous fassiez une erreur précédemment, vous allez pouvoir les reconnaître.
C'est pour ça que l'expérience vaut mieux que toute autre chose. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc, excusez-moi, mais je pense savoir à peu près de quoi je parle quand je parle de stock picking. OK? Ce n'est pas facile, d'accord? Il n'y a pas de revenu passif, ça n'existe pas. OK? Même pour recevoir un dividende ici, tu fais un petit travail derrière. Donc, si tu entends passif quelque part et qu'on te parle de stock picking, sache que la personne qui te raconte il te raconte des conneries. Bon, après également, comme l'être humain aime la facilité, il va se dire, ouais, mais voilà, il ne va pas essayer de chercher plus loin que ça. En fait, c'est quand tout va mal que vous commencez à chercher les bonnes, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Et je souhaite que ça aille mal le plus rapidement possible pour vous, en perdant le moins d'argent possible, d'accord, afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions rapidement. Bref, ma réponse sera sur Owens Corning ici. C'est une entreprise qui est correctement évaluée, bien positionnée ici pour bénéficier du cycle de croissance à venir. Maintenant, du point de vue dividendes, etc., rachat d'actions, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'elle verse un dividende? Oui, aux alentours, bon, ça représente à peu près 22%. Bon, c'est à peu près 2 dollars, 800 millions ici. 800 divisé par, voilà, c'est à peu près 10 dollars par action ici. Donc, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Maintenant, à toi de voir si c'est un business qui t'intéresse. Bref, excusez-moi d'être aussi long, hein, je ne sais pas je ne sais pas ne pas rentrer en profondeur dans les choses, en fait. Et à part fait, ça commence à me faire chier, en fait, quand les questions quantitatives. Donc, parfois, juste, au lieu de se limiter à des chiffres, j'essaie de vous encourager à aller au-delà de ces chiffres-là afin que vous puissiez voir le stock picking comme cela se doit, enfin, comme un investisseur rationnel de manière générale. Évolution AB, on en a déjà parlé. Évolution AB, il n'y a rien à rajouter sur Évolution AB en date d'aujourd'hui. Maintenant, si le discours du PDG te plaît, vas-y. Sinon, moi, j'ai essayé, mais c'est toujours fermé de manière générale. Donc, la régulation aura un impact sur les marges. Personne ne sait combien, même le management ne te dit pas combien. Elle paraît sous-évaluée, mais elle paraît sous-évaluée parce qu'on se base encore sur les marges précédentes ici. Tant mieux si on arrive à maintenir ce niveau-là. Donc, c'est la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que les gens font affaire avec Évolution? Pourquoi est-ce qu'il serait difficile ici de répliquer leur modèle? Et je te rappelle que leur vrai business ici, ce sont les coûts de production. Évolution doit avoir les coûts de production les plus bas, mais également la réputation qu'elle a tendance ici à faire ce qu'elle soit généralement le l'entité, enfin, si on doit se missionner pour un contrat ou bien si un casino recherche ici un partenaire, elle va avoir tendance à faire affaire avec Évolution AB. Donc, la réputation est très importante dans ce domaine-là. Elle paraît sous-évaluée, c'est vrai. Elle peut même l'être d'ailleurs sous-évaluée, mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup la transition vers du 100% régulé n'est pas encore définitive et c'est quand elle sera définitive qu'on verra réellement quelles sont les marges qu'on a. Pour le moment, les résultats semblent encourageants. Donc maintenant, à toi de voir si tu choisis, si c'est un risque que tu veux prendre en date d'aujourd'hui. On ne va pas te dire ici elle est surévaluée ni quoi que ce soit. Non, elle est sous-évaluée. Mais maintenant, c'est au niveau des marges. Je ne sais pas ce que le management a raconté dernièrement, mais voilà. Je continue. Salut Steven. Comme je disais, Jojo, par rapport à Constellation Software. Sur Constellation, c'est le mix de tout ce que tu comprends sur l'intelligence artificielle va tuer ce type d'entreprise parce que tout le monde peut coder maintenant, faire un logiciel, ça va être de plus en plus facile, etc. Sans même se rendre compte que, bon, OK, bah, si ça devient facile, ça veut dire que ça baisse mes coûts de production. Et si je vends un logiciel indispensable sur ces différentes industries-là, il y a peut-être de grandes chances que je sois toujours le logiciel ici de prédilection dans cette mini-industrie-là, dans ce sous-secteur-là, parce qu'elles vendent généralement des logiciels de niche, qu'on appelle généralement les VMS, Vertical Market Software. Donc, je vous encourage à aller voir à peu près ce que ça veut dire concrètement. Mais ce marché est tout simplement vaste. Et quand vous allez analyser du software, du Constellation Software, vous devez également faire une somme des parts parce qu'elle a des investissements, elle a des parts dans Topicus, qui a à peu près le même modèle d'affaires, mais uniquement pour l'Europe. Vous voyez, c'est la même tendance à peu près. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Donc, je dirais que l'entreprise est sous-évaluée. C'est le moment de lire les rapports financiers en date d'aujourd'hui pour voir si c'est un risque que tu veux prendre. Quel est le véritable problème ici? Donc, les conférences que l'on ont tendance à te donner d'assez bonnes informations par rapport à ça. Alors, je rappelle ici que pour tous ceux qui m'écoutent ici sur le téléphone mobile, vous allez remarquer que l'écran, ce n'est pas si clair que ça. Vous n'arrivez pas à zoomer totalement ici. Et c'est un tout petit peu normal. C'est parce que enfin, après, je parle beaucoup comme ça. Je ne sais même pas, je n'ai même pas vérifié cette affaire-là. Hein. Laissez-moi aller regarder ça rapidement ici. On va vérifier. Où est-ce que c'est? Est-ce que je peux
Je peux tourner la page. Non, j'arrive pas. OK. Donc, c'est ça, je n'arrive pas. Vous allez voir ici que sur le téléphone mobile, ici, ça s'affiche même très, très bien. Je pense que c'est assez correct comme ça, hein. Vous ne pouvez pas mettre ça de manière horizontale, même si vous retournez votre téléphone à l'horizontale. Enfin, même si vous essayez de le retourner ici, vous allez voir que l'image reste figée. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un deuxième live sur la même chaîne, OK? Mais la vidéo est complètement différente. C'est celle que vous avez l'habitude de voir, OK? So, voilà. Je continue ici. eCity, je ne sais pas c'est quoi cette compagnie-là. Est-ce que eCity, on va regarder ça. Alors, STAB, Household Product, elle vend quoi concrètement? Donc, comme d'habitude, quand on ne connaît pas une entreprise, nous, on va aller poser la question directement à Gemini avec le prompt. OK. Pendant qu'il réfléchit, on regarde à peu près. Oh, il est assez rapide en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe avec Alphabet, mais je trouve qu'ils ont bien travaillé. En ce moment-ci, ça va, hein. Le prompt est assez rapide. Alors, euh, l'entreprise eCity est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de l'hygiène et de la santé. Elle développe des produits commercialisés, des produits d'hygiène et des solutions médicales. OK. Opère à travers 3 domaines d'activité principaux, Vinda, machin, biens de consommation. C'est un consumer product, alors hygiène, OK, santé, produits top pour les entreprises, santé médicale, 54% grand public, 27% entreprise. J'aime bien quand c'est segmenté comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Où opère-t-elle généralement ici, enfin, même si ça date de 2020, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, majoritairement, grand public, ça m'étonnerait que ça ait grassivement changé entre-temps. 150 marchés ici. Les clients achètent fréquemment. Consommation essentielle, papier hygiénique, OK. Donc, généralement ici, c'est le pouvoir de la marque qui sera intéressant. Donc, c'est un business à retour sur capital ici. Donc, on peut utiliser la valorisation sur les multiples. Actifs immatériels, production à faible coût, ça également, ça peut jouer. Donc, sous-vêtements absorbants, lavable, TENA, OK, parfait. Donc, on a ici de la consommation, c'est un peu comme un Procter Gamble, business plutôt mature, ne peut rien créer du tout à part innover ou bien acheter d'autres business ici. Donc, encore une fois, ce qui va m'intéresser également dans ce business, c'est vu qu'on a un segment entreprise, il faut aller regarder quelles sont les marges dessus parce que les marges pourraient être plus élevées au niveau du segment entreprise. Après ça, je ne sais rien du tout, mais très souvent, c'est le cas. Donc, allez-y regarder s'ils ont pas également un projet de spin-off ou un truc comme ça. Mais bref, ici, ce n'est pas un business que je paierai à plus de 15 fois les bénéfices. C'est un business mature. Il n'y a pas une énorme croissance ici. Pourquoi est-ce que je paierais plus que ça? Donc, en date d'aujourd'hui, le marché me propose ce business à 14 fois les bénéfices. C'est un business qui semble prévisible. Bon, ce genre de business-là, enfin, je dirais pas que la consommation non discrétionnaire ici a tendance à être stable, papier hygiénique, pâte dentifrice, etc. Couche, on en a toujours besoin régulièrement. OK, donc on peut se dire ici que c'est assez récurrent. Et dépendamment du pouvoir de la marque ici, enfin, la marque ici peut avoir peut demander un certain prix premium. Donc, par exemple, je connais la marque Tena. Je pense que ce sont des couches, mais plus pour les adultes, un truc comme ça. Donc, vous avez ces différents éléments-là, blablabla, blablabla. C'est pas parce qu'on a plusieurs marques ici que c'est forcément mauvais, hein. Faites attention. Ça me rappelle une entreprise ici qu'on appelait Celestical, ou bien, je n'ai pas parlé de Celestial. Enfin, c'est une entreprise qui vendait du thé. Je pense même qu'elle est encore cotée en bourse. Et le problème, c'est qu'elle avait plusieurs marques de thé. Vous imaginez si vous devez faire le marketing pour toutes ces marques différentes-là, c'est trop. Vaut mieux parfois les avoir sur une seule marque, avec des variantes différentes. Par exemple, la marque Tena, mais les couches pour adultes, les couches pour bébés, machin truc. Après, si ça fonctionne pour eux, tant mieux pour eux. Donc, je reviens ici, ce n'est pas un business que je paierai à plus de 15 fois disons même les cash flows opérationnels. Limitons-nous là. Donc, c'est un business qui peut être prévisible, ça c'est sûr. Donc, à peu près aux alentours ici de 30 couronnes, c'est quoi ça en monnaie quoi? Suédoise, danoise, je ne sais pas d'où c'est. En tout cas, en monnaie suédoise, ça donne 457, moins la dette nette ici. 457 moins la dette nette. 457 moins 44. Oh, c'est beaucoup, hein? 457 moins 44. Ça fait beaucoup, là. 417. C'est bizarre. Non, on ne peut pas avoir une dette de bébé plus. Je pense que la dette est plus élevée que ça.
La dette est plus élevée. Je peux faire utiliser, si on prend 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 321. Parfait. Donc, on va regarder la dette nette ici, sur Coifin. Voilà. Et comment elle s'appelle encore? Et City. City. Voilà. OK. Donc, je prends là, là et là. Donc, tu vois que le revenu, il est plutôt stable. La pandémie est passée par là, les gens qui commandaient des couches, machin, truc, là, tu vois. Donc, on peut avoir ce genre d'éléments-là. Encore que ça allait vérifier. Le nombre d'actions a plutôt diminué. Il rachète des actions. J'espère que toujours aller vérifier. La dette nette est de combien ici? On a une dette nette de 31 450. 31 milliards 450. Donc, ça donne ici 31 450 divisé par 682, donc 688, ça donne à peu près 46. Oh, OK. Donc, c'est vraiment ça, 46 de dette nette par action. Alors, vu que j'ai pris le free cash flow, on peut faire ça. Ici, ça donne à peu près sur les 10, on n'a pas plus que ça ici sur les 10 dernières années. Donc, je prends à peu près la distance. Les 5 dernières années, on aura à peu près 8 milliards 400. Donc, 8,4, 8,4 multiplié par 15, qui est à peine énorme, ça fait 126. 126 milliards divisé par le nombre d'actions. Ça donne à peu près aujourd'hui combien? Share outstanding 1 et 2, 687, donc 688, donc divisé ici par 0,688. OK. Ça donne 183. Là, ça me va encore. Enfin, je préfère ça. Moins les 44, etc. On se dira qu'on est aux alentours de 140. Ça pourrait être intéressant. Mais attention. En termes d'EBITDA, en termes de marge ici, on a quelque chose en tout de 17%. OK? Ça revient plutôt à la moyenne de ce qu'on a connu tantôt. Free cash flow, les marges de free cash flow, qu'est-ce qu'on a ici? On a des marges de free cash flow de près de 6% uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de BFR dans cette compagnie? C'est bizarre. Les chiffres sont... C'est très élevé, mais... Parce que quand je prends les cash flows, et même... Est-ce qu'il n'y a pas des investissements dans cette compagnie, des investissements massifs, quelque chose comme ça, en termes de CAPEX par rapport aux revenus? On a une augmentation des CAPEX. Bon, est-ce que ça fait partie... Enfin, quand il dit augmentation, c'est presque au niveau de la moyenne, 5%. Ici, en termes de cash flow opérationnel, si on prend la moyenne des dernières années, 14 000, disons une quinzaine de milliards ici. Si tu prends les 5 dernières, ouais, on n'est pas loin des 15 milliards ici. Si je prends 15 milliards multiplié par 15 fois le cash flow opérationnel, moi, la dette nette qui sera aux alentours de combien? Une dette nette ici de 31,5 moins 31,5 divisé par le nombre d'actions, 0,688, 281. OK. Je préfère utiliser les cash flows pour cette compagnie. Sans doute avoir des actifs intéressants ici. Donc, il faudrait aller regarder ça parce que les free cash flows sont très bas. Et ça, il faut faire attention. Il y a peut-être quelque chose au niveau des dépenses opérationnelles ici. Mais on peut voir ici qu'ils sont... Là, on a du 8% en moyenne. Donc, il faut quelque chose... Je préfère prendre les cash flows opérationnels. On va se dire ça comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, correctement évalué, on va le dire comme ça, au pire des cas, pour moi. Ça, c'est mon avis ici. Maintenant, à toi de voir si c'est le genre de business qui, toi, t'intéresse. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais bon, au prix actuel, c'est surtout la pérennité de la croissance qui devrait nous intéresser. Donc, je continue. On a déjà parlé de FactSet précédemment, Alex. Tu sais qu'on en a déjà parlé. SKNX, ça va être compliqué à analyser. Pourquoi SKNX va être compliqué à analyser? C'est parce que le train est déjà parti. OK? Cette compagnie, on sait tous que la demande en matière de mémoire est élevée. Nous le savons.
Et une fois que le marché s'en rend compte, il a tendance à faire énormément, il a tendance ici à s'attendre, enfin, les prévisions sont de plus en plus optimistes, ce qui veut dire que le prix s'envole. Mais est-ce que tu peux dire que c'est une entreprise qui vaut, disons, en monnaie coréenne ici, c'est en won, je ne sais pas quoi. Pourquoi vous m'avez donné souvent des entreprises pareilles? Je n'aime pas pour calculer avec. Quand ce sont des monnaies bizarres, là, ça me fatigue l'esprit parce que je suis obligé d'aller chercher, machin. Il n'y a pas une version ADR? Euh, Non, pas du tout. Bref. En fait, elle paraît sous-évaluée. Elle pourrait même l'être. Parce que moi, je ne sais pas pendant combien de temps le cycle va durer. Je n'en sais strictement rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est un business qui est cyclique. Et quand c'est cyclique, il faut toujours être prudent. Bon, il y a de grandes chances que le cycle ne s'arrête pas demain matin. OK? Donc, si tu veux spéculer, pourquoi pas? Mais de toute façon, quand je dis même spéculer, c'est en sachant qu'on a des vents favorables au sein de cette compagnie en date d'aujourd'hui. Mais moi, très souvent, c'est ce genre de business que je préfère acheter quand tout va mal. Tu te souviens quand Micron allait mal, etc., quand on vous annonce la fin du monde, parce qu'elles ne fixent pas leur prix, ces entreprises. Ce sont des price takers. Le meilleur moment d'acheter parfois, c'est quand tout va mal, en se rapprochant généralement ici des actifs tangibles nets. Bon, elle est très rarement, elle s'échange très rarement aux tous les actifs tangibles nets. En 2023, c'était le cas. Aujourd'hui, tu payes 4 fois. Les actifs tangibles ont tendance également à augmenter. Donc aujourd'hui, franchement, c'est l'un des business. C'est un peu comme Nvidia, c'est compliqué à analyser. AMD, c'est compliqué à analyser. Il faut faire de la guesstimation de manière générale. Tu dois utiliser beaucoup de guesstimations. Et quand je dis compliqué à analyser, ça veut, quand je dis ici, ça ne veut pas dire que c'est surévalué. Ça veut tout simplement dire que le chiffre que je vais prendre en date d'aujourd'hui, la vraie question que je devrais me poser, c'est est-ce qu'il est durable ou temporaire? Est-ce que je prends un chiffre que l'entreprise pourrait rapporter sur les 10, 15, 30 prochaines années? Moi, je ne sais pas jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est trop difficile pour moi, donc je préfère rester sur les lignes de côté. Mais en termes de croissance séculaire, elle s'échange à 10 fois les bénéfices. Et si le cycle continue à croître, si la demande continue à être aussi dynamique, elle pourrait même valoir enfin, le marché pourrait payer 2 fois plus que ça. Donc, pour les standards du marché en date d'aujourd'hui, elle ne ressemble pas encore une entreprise sur laquelle il y a énormément de spéculation. Comme tu peux le voir, les attentes étaient de 44 957 par action il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 76 000, presque doublé. Je dis bien, on a presque doublé. Par rapport à il y a 3 mois, c'était 47 000 également. On a presque doublé. Ici, par rapport à il y a 6 mois pour 2027, on a également presque doublé. Donc, elle est sur une bonne dynamique. Mais d'ici à 85 000 à 49 000, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Si tu achètes ce genre de business en termes de pondération dans ton portefeuille, reste toujours prudent, surtout quand le cycle est déjà haussier. Maintenant, je ne sais pas si on est en début, fin de cycle, moi, j'en sais rien. Mais garde un petit pourcentage dessus et toujours avec un. Voilà, en essayant de récupérer tes billes le plus rapidement possible. Je ne peux pas te donner la stratégie que tu devrais utiliser ici. Fais ce qui te semble être correct pour toi, mais voilà. Il ne faut pas s'acheter ça et dire que non, c'est sous-évalué. Tant que le cycle est haussier, c'est sous-évalué. Mais le cycle peut se retourner très rapidement. Très, très rapidement. Vous n'êtes même pas. En fait, quand ça va arriver, vous allez comprendre ce que je disais tantôt. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que le cycle va se retourner demain ou quoi que ce soit. Je n'en sais strictement rien du tout. Mais moi, je suis prudent sur ce genre d'entreprise. Je ne le connais pas du tout. Je n'ai pas encore regardé d'où il venait, etc. En tout cas, il est arrivé, il a dit que, bon, maintenant, on va investir dans l'IA, on va faire le ménage. De toute façon, moi, je dis une chose, c'est que FAC7 est une. Au pire des cas, ce sera une cible de rachat, une cible d'acquisition. Au pire des cas. Vous l'achetez à 15 fois les bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez? Afia, entreprise brésilienne dans le secteur de l'éducation en médecine, ou Sembotic, robot autonome pour les entrepôts. OK. Afia, si on est dans le domaine de l'éducation, il faut toujours aller regarder s'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une subvention, est-ce qu'il y a une subvention gouvernementale à ce niveau-là? Est-ce que les diplômes ont une certaine valeur? Parce que les chiffres sont intéressants. Elle se paye à 10 fois les bénéfices. Mais est-ce que les diplômes ont une certaine valeur? Parce que quand le marché vous présente une opportunité, enfin, présente ici une opportunité, il y a toujours un problème. Moi, je ne connais pas le marché de l'éducation au Brésil, mais déjà, c'est Brésil, mais c'est localisé dans les îles Caïmans. Bon, peut-être qu'on a également
le siège social au Brésil, j'en sais strictement rien. Bref, ici, c'est sous-évalué. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. C'est vraiment sous-évalué. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le cash? Est-ce qu'on rachète des actions? Ce qui devrait, moi, m'intéresser. Rachat d'actions, versement de dividendes. Maintenant, par rapport à leur politique de croissance, qu'est-ce qui. On ne rachète même pas beaucoup d'actions. C'est très timide. C'est plutôt stable. Et le dividende en lui-même, il n'a pas tendance à augmenter. Hein. Bon, on l'a initié, enfin, à la fin de l'année ici, mais je vais dire, laisse-moi aller regarder sur Coifin, histoire de voir qu'est-ce qui se passe sur ce genre d'entreprise. OK. Est-ce qu'elle avait de la dette nette? C'est en monnaie brésilienne. Hein. Regarde. Il y a de la dette nette de plus en plus élevée. Mais c'est une entreprise qui génère des free cash flow. Tu peux m'expliquer ce qu'elle fait avec cet argent-là? Est-ce qu'on rachète des actions? Non. C'est pas extraordinaire. De 93 à 91 millions, ici, il y a 2 millions de différence. Donc, grand max, tu as dépensé 28 millions de dollars pour une entreprise qui rapporte ici en free cash flow aux alentours de 251 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Parce que l'argent en question, je ne le vois pas rentrer dans les bilans. Hein. Je ne sais pas où il va. Parce que sinon, la dette nette aurait déjà été réduite depuis. Est-ce qu'ils font des acquisitions? Bon, c'est une question qu'on devrait se poser. Là, par contre, quelques petites acquisitions sur les dernières années. Bon, mettons ça en yearly. On met ça en dollars américains. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Essayons même de cumuler. En cumulé, c'est 700. Sur les 5 dernières années, c'est près de 800 millions en acquisition. OK. Et en génération de free cash flow, OK. Donc, la plupart du cash ici va dans les acquisitions. Donc, elle fait de plus en plus d'acquisitions ici. Est-ce que le chiffre d'affaires suit? Oui. Est-ce que les marges nettes sont au moins stables? On a une pression 26% à 13%. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était pas. Ah, ça, c'est le Covid, etc. Donc là, on revient à une certaine moyenne. Parfait. EBITDA? Plutôt stable, au niveau de 38%. OK. Donc, si l'entreprise a une bonne réputation par rapport à ses écoles, parce qu'il faut vous dire ça ici, il ne suffit juste pas de signer de plus en plus d'élèves ici, il faut également que les élèves en question, quand ils ont un diplôme de cette école-là, voilà, qu'ils soient recherchés sur le marché du travail. C'est comme si tu avais un diplôme, par exemple, de HEC Paris, HEC Montréal, ce n'est pas la même chose. On s'entend. L'université ici de Yaoundé et l'université Harvard, ce n'est pas la même chose. Même si vous avez le même diplôme, le même doctorat, mais ce n'est pas la même chose sur le papier. On s'entend que celui qui vient d'abord. C'est évident, non? Tu vois? Bon, maintenant, même si ça ne veut pas forcément dire que ceux qui sont de l'autre côté sont plus intelligents ou quoi que ce soit, mais voilà. Sur le marché du travail, ça a une certaine valeur. Et donc, j'espère que cette compagnie soigne la qualité de ses diplômes, de telle sorte que la réputation prime avant tout. Parce que si la réputation prime, c'est ça la vraie tendance. C'est à ce niveau-là que se situe le véritable avantage concurrentiel à long terme. OK? Donc, Afia pourrait être intéressante à aller regarder en profondeur. Oh, ça pourrait être intéressant à aller regarder en profondeur. Alors, ici, on dit, selon le premier leader de l'éducation médicale aux États-Unis, au Brésil, nombre de places dans les écoles de médecine, en termes de nombre de places, l'entreprise offre un écosystème centré sur la médecine, OK. En termes de nombre de places, OK. Quel est l'avantage qu'on pourrait avoir? Je suis sûr qu'on va se situer. Elle est en hyper croissance. On me dit ici que ça ne serait pas. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Coût-bénéfice peut fonctionner. Je n'aime pas le PEG. Ça, c'est un truc que je aime soit. Je vais enlever ça dans les résultats, mais bon. PEG, c'est une métrique que je n'aime pas beaucoup. DSF, ça peut être intéressant. Donc, on dit ici que les marges ne sont peut-être pas optimales pour le moment. Alors, le MOT, bon, il le qualifie de large, mais ça, est-ce que. On a l'actif immatériel, coût de changement. Pourquoi coût de changement? Un étudiant s'engage dans un cursus de 6 ans, OK, qui couvre la préparation de la résidence, formation, etc., rester au sein de la marque AFIA, OK. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on finance cela? C'est un coût.
Est-ce qu'il y a un organe de crédit qui vient avec? Attention, c'est très commun dans le domaine de l'éducation. Il y a parfois du crédit derrière. Et donc, s'il y a une incitation gouvernementale ici au niveau de l'endettement des étudiants, etc., ça peut être un vent favorable, mais derrière également, ça vient avec certaines restrictions pour les établissements en question. Moi, je te dirais, intéresse-toi beaucoup à la réglementation dans ce secteur d'activité-là. C'est bien de regarder les chiffres, mais la réglementation peut être intéressante à les regarder. Excusez-moi, il fallait que je boive un tout petit peu. On a 45 minutes, je pense, les amis. Je ne vais pas beaucoup durer aujourd'hui parce que je me sens un tout petit peu grippé. Il faut que je me soigne, sinon demain, je serai couché, alité. Et voilà. Je rappelle encore une fois qu'en description de la vidéo, vous avez toutes les informations par rapport au top premium. Il reste à peu près une vingtaine de jours. Et donc, on amorce à peu près les 3 dernières semaines. Et donc, il y aurait une accélération de l'augmentation des prix sur les 3 dernières semaines. Je vous laisse aller voir ça ici en description de la vidéo. Donc, comme je l'ai dit ici, le top premium, ce sont les notes d'analyse. Notes d'analyse essentiellement sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. Par exemple, si CSU m'intéresse, je lis mes rapports financiers, j'écoute des conférences call et je vous, enfin, je vous propose l'entreprise dans le top premium. Maintenant, vous, derrière, ça ne veut pas dire que oui, vous achetez parce que vous faites confiance à Thierry. Non. Vous lisez les rapports financiers, vous écoutez les conférences call. Si vous avez histoire ici de bâtir vos propres convictions, si vous avez des questions, je pourrais vous aider parce qu'on sera tous les deux, on aura tous les deux lu le dossier en question. Je n'achète pas toutes les entreprises pour mon portefeuille, mais une grande partie des entreprises que je mentionne sont souvent des entités que j'ai en portefeuille ou bien que je prévois en avoir acheté. Euh, Deuxième élément, vous avez les notes d'analyse sectorielles. Une note d'analyse sectorielle est basée sur la lecture des rapports financiers sur un ensemble de leaders dans un secteur d'activité bien précis. Il y en a au moins une cinquantaine. Il y a 11 secteurs d'activité, mais quand je parle de secteur, si je parle de sous-industrie. Par exemple, ceux qui ont adhéré dernièrement, vous pouvez voir que dans le domaine des rates, il y a combien de sous-industries? On a fait les rates hôtelières, donc on sait que la dynamique est différente. On a regardé les rates dans le secteur du retail, on a regardé les rates dans le secteur médical, etc., etc. Donc, chaque rate a sa dynamique. Vous ne me croyez pas? Faites le test vous-même. OK? Ensuite, vous avez ici, j'ai rajouté 3 formations. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, comment analyser une rate. Je pense même qu'il y a également la formation sur les bancaires. J'en rajouterai également, mais ça va être des mini formations de manière générale. Donc, ce sont c'est pas des accompagnements. Donc, tu lis, voilà. Si tu as des questions par rapport à ça, de toute façon, on a généralement 2 fois par mois des rencontres entre nous. Donc, tu pourras poser tes questions à ces niveaux-là. En supplément de ça, vous avez les différents prompts. OK? Il y en a 2 présentement. Il y en aura au moins une dizaine, que ce soit sur les 6. J'en ai présenté la dernière fois ici. Il y en aura encore d'autres ici sur lesquels je travaille encore. Ça ne sert à rien de présenter un prompt présentement alors qu'il n'est pas prêt. Et encore une fois, les prompts, c'est pour vous permettre ici d'avoir une idée générale assez rapide. Maintenant, il faut toujours approfondir. OK? Il faut toujours approfondir, mais ça vous permet de gagner du temps. En 3 secondes, je peux savoir, par exemple, avec celui-ci, je peux savoir si Afia m'intéresse ou pas du tout. On est là, c'est plus un généralisé. Donc, c'est le plus grand groupe d'éducation au Brésil, etc. Le modèle est dominé par les revenus récurrents prévisibles. OK, 85% premier cycle, undergrad, formation continue, c'est 10%, services numériques, abonnement à des plateformes SAF pour la médecine et les médecins étudiants. OK, donc on vend ici des services supplémentaires. Qui sont les clients étudiants? OK. Et les médecins pour la formation continue, l'entreprise se concentre stratégiquement sur l'ouverture de campus dans des régions mal desservies en dehors des grandes capitales. Donc, les achats sont à très long terme, c'est en moins de 6 ans. Donc, elle est encore en croissance, mais la croissance, si elle est due à quoi? Acquisition organique, ce sont des questions qu'on se pose. On a vu ici que c'était un mix des deux. On a ici l'avantage concurrentiel. C'est surtout l'actif immatériel qui m'intéresse, la réglementation. Donc, c'est une source principale de mots parce que l'ouverture de nouvelles places de médecine au Brésil est strictement contrôlée par le gouvernement via le programme Mais Médicos. Il est extrêmement difficile et long d'obtenir une nouvelle licence. Donc, Afia est devenu le leader du marché en acquérant des écoles existantes détenant ces précieuses licences. Chaque place est un actif rare qui génère des flux de trésorerie protégés pendant des décennies. Actuellement, ici, la société détient 3753 places. Elle détient. Imaginez que c'est 10 000 euros pour la formation sur 6 ans, par exemple, pour un médecin, pour tout son cursus. On est au Brésil, etc. Ça peut être peut-être bien plus que ça ou bien moins. Ça fait à peu près 37 millions d'euros par là. Peut-être que c'est une année, je n'en sais strictement rien du tout, mais voilà. C'est intéressant. Je pense même que c'est bien plus que ça. En tout cas,
C'est ça, c'est les éléments qu'on va avoir tendance à surveiller quand on regarde le nombre de places sur le marché en date d'aujourd'hui, combien de places sont disponibles. S'il y a 100 000 places et qu'on a 3 753 et qu'on est leader, ça veut dire qu'on peut continuer à faire des acquisitions. Il faut également regarder ici la demande en termes de médecins au Brésil. Est-ce qu'elle est élevée, machin. Bref, il y a un ensemble de questions à poser. Donc, moi, je commence déjà à essayer de voir qu'est-ce que je pourrais poser en supplément quand je vais aller dans les rapports financiers, mais ça vous permet ici de débroussailler assez rapidement les différents éléments. Donc, on était au niveau ici des différents prompts. Il y en aura d'autres sur le management, sur la croissance, un peu plus approfondie, sur le secteur d'activité, même de manière générale, sur l'histoire du secteur d'activité de manière générale. En supplément de ça, vous avez le forum qui est là présentement, où on partage entre nous, investisseurs long terme. Ce n'est pas un forum où on parle d'analyse technique ou social. Non, c'est essentiellement des gens qui sont là pour bâtir un patrimoine à long terme. Ils ont énormément de questions, mais c'est toujours dans une ambiance bon enfant ici. Et parfois, on peut avoir des référents. Qu'est-ce que j'appelle un référent? C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le secteur d'activité qui peut vous donner 2, 3 informations par rapport à ce que lui voit sur le terrain. Ça, c'est important. Et je vous ai dit que pour moi, le plus important, c'est la communauté. C'est la communauté la plus importante parce que investir, c'est une activité solitaire. Si tu es mal entouré, tu auras tendance ici à. On dit souvent, on est la somme des éléments, des personnes qui nous entourent ici. Et donc, si tu parles de stock picking, que tu es entouré de personnes qui spéculent, bah, tu seras un spéculateur de manière générale. Tant mieux si tu gagnes. OK? Bref, tous les éléments sont en description de la vidéo. Je vous ai mis également les lives précédents, donc où on avait parlé des différents éléments, les différentes performances si les membres du groupe. Je ne leur ai pas demandé parce que ça date de moins de 3 mois. Ça ne sert à rien de venir dire, ah, maintenant, est-ce qui gagne tout ça? Mettez ça là-bas, on va faire ça une fois par an. C'est un exercice que je peux faire une fois par an. Donc, c'est en description de la vidéo ici et vous aurez l'occasion de leur poser vous-même des questions également pour ceux qui hésitent. Comme je l'ai dit ici, plus l'échéance se rapproche, plus le prix augmente. Il n'augmente pas parce que je veux juste jouer avec l'augmentation, mais c'est parce que je connais la valeur à l'intérieur. Bon, c'est mon produit, c'est de manière normale. Donc, posez des questions à ceux qui sont déjà à l'intérieur. Bref, voilà. Tout est en description de la vidéo. Et faites attention à la vidéo de présentation en question. Elle date du mois de juillet. Il faut que je la mette à jour. Donc, voilà. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir ici. Donc, je vais rapidement sur les autres questions. Ton avis quand. J'ai déjà parlé de Kelly Partner, Joseph. J'en ai parlé lors d'un live. S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais revenir. Sterling Infrastructure également, j'en ai parlé, Kevin, lors d'un live. Comme je l'ai dit, je préfère prendre des nouvelles questions ici parce que sinon, je serais obligé de parler de mêmes entreprises à chaque fois. Tu vois, en description de la vidéo, tu as une playlist. Il y a un ensemble de lives que j'ai fait. C'est vrai, ça peut être long ici, mais j'en ai parlé. Ça, je suis sûr et certain que Sterling Infrastructure, j'en ai parlé. Comme je l'ai dit, Data Center, très, très bien. Mais vous avez vu la courbe de cette compagnie-là? Il faut faire attention. Donc, parce que la croissance séculaire, elle est là. Mais maintenant, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Kelly Partner. Bon, je pourrais revenir assez rapidement ici dessus. D'accord? Kelly Partner. Je n'ai pas oublié la question sur Symbiotique. T'inquiète pas. Donc, tu as ça. C'est Kelly. Non, c'est Kelly Partner. Voilà. La compagnie australienne. Donc, je pense que le live en fait qu'on avait fait, c'est une compagnie qui fait des acquisitions. Et normalement, je pense qu'elle est en train de consolider un secteur d'activité. Donc, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, c'est le cash flow opérationnel qu'on devrait regarder. Tu prends quels sont les cash flow opérationnels, moins la dette nette, à donner à peu près une idée générale de la valorisation de cette compagnie-là. OK? C'est ce qu'il faut faire. Parce que les free cash flow en eux-mêmes ici, ils peuvent être impactés par les différentes acquisitions, même si ce n'est pas le cas, mais il faut vraiment aller regarder à cette partie-là. C'est la capacité d'allocation du capital que tu dois questionner ici et les capacités de croissance de ce business-là. Sterling Infrastructure, on en avait parlé lors d'une analyse sectorielle dans le domaine ici de l'ingénierie, la construction et l'ingénierie, de manière générale. Donc, Sterling, quand tu regardes ça, quel est le prix que tu pourrais payer pour Sterling? Moi, aujourd'hui, je te dirais, cash, je ne paye pas plus de 105, enfin, c'est mon prix. Hein. Je n'ai pas envie d'acheter Sterling un prix qui implique la croissance. Ici, les attentes sont très, très élevées. Est-ce que tu as une marge de sécurité ici? Et ça pourrait tripler, quadrupler. Il ne faut pas que tu te trompes. Moi, je ne sais pas ce que le marché va raconter demain. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'être protégé par rapport à ce que j'investis aujourd'hui. Est-ce que je pense être protégé? En réalité, pour répondre concrètement à cette question, il faut que tu regardes la taille du marché. Comment est-ce qu'il évolue? Qu'est-ce que le management dit? Parce que moi, ici, si je me base sur les chiffres, je sais que moi, me connaissant, je ne paierai pas plus de $180 l'action.
Pas plus que ça. Ça, c'est mon prix d'aujourd'hui. Donc, si elle ne vient pas me chercher à ce niveau-là, je ne bouge pas. Parce que dès le moment où il y aura ralentissement ici, je sais à quoi ça va ressembler. Aussi rapidement, l'entreprise, aussi rapidement c'est monté, ça va descendre également aussi rapidement. En un claquement de doigts. Moins 40% en une journée, c'est possible. Si tu penses que tu vas avoir le temps de réagir, je te dirais, tu te trompes. Donc, il faut faire attention avec ce genre de... C'est une entreprise intéressante dans son domaine d'activité. Voilà. Donc, je continue avec les autres questions ici. J'avais oublié la question concernant Sembotic. 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 Elle me rappelle la compagnie allemande de robots également pour les entrepôts. Je pense, j'ai oublié le nom de la compagnie, c'est une compagnie allemande. On l'avait analysé ici quand tout allait mal. Pourtant, les chiffres étaient très, très bien. Et je pense que c'est bien. Je pense que voilà, c'était Kion Group. Voilà, cette compagnie. C'était Kion Group. Je pense qu'elle est également à peu près dans le même secteur d'activité, je me rappelle vaguement ici. Sembotic. Comme d'habitude, Sembotic, qui sont nos différents clients? C'est bien de parler ici de robots, machin, truc, ouais, d'entrepôt. Est-ce qu'on est en pleine période de croissance? Enfin, sur les entrepôts, il y a de grandes chances que l'efficience est très importante à ce domaine-là. Donc, on a tendance à renouveler les équipements ici. Mais tu vois, c'est un business, pas beaucoup d'historique. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'histoire. Mais attention, les cash flows racontent autre chose. Parce qu'en termes de bénéfices nets, ça ne sera pas le type d'entreprise que tu vas analyser comme ça. Il faut vraiment regarder dans quelle phase. Il y a 6 phases d'investissement. Il y a 6 phases dans la durée de vie d'une entreprise. Dépendamment de la phase, vous avez une multiple de valorisation. Vous avez une valorisation adéquate à utiliser. OK? Il faut faire attention ici. Parce que si moi, je viens m'asseoir là, je vois, ah non, c'est survalorisé alors que je me base sur les bénéfices nets d'une compagnie qui est en hyper croissance, donc qui n'est pas encore efficiente, c'est une erreur que je fais. Donc, sachez utiliser le PER et tous les nanani nanana. Donc, on vient ici et je vous ai montré un livre pour mieux utiliser le PER. Et quand je vois ça, je vois Order Fund, ça veut dire qu'on a du SBC dans cette compagnie. Je n'ai même pas encore regardé, mais je sais qu'on a des SBC. Order Fund, c'est SBC. Sembotic, on regarde ça rapidement. Donc, le meilleur moyen d'analyser cette compagnie, c'est de prendre ici les... tu vois, c'est de prendre le price to sales. Parce que regarde, tu as une entreprise qui a 144 millions de SBC et qui te dit qu'elle a des free cash flow de 174 millions. Comment? Et je vous encourage. En fait, juste penser à ça, je me dis, mais regarde, allez écouter le dernier conférence call de Hubert. C'est un cas d'école sur les SBC. Écoutez-le. Je répète encore une fois, écoutez-le. Si vous voulez faire du stock picking sérieusement, écoutez-le. Ceux qui choisissent de ne pas l'écouter, bon, tant mieux pour vous. Le dernier conférence call, nous sommes le 10 du mois de novembre 2025, donc allez écouter le dernier. Je pense que ça doit être le troisième trimestre. Qu'est-ce que le management dit par rapport au conférence call, par rapport au stock-based compensation? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous laisse aller voir ça. Un jour, on va étudier Hubert, je vais vous poser la même question. Mais si vous voulez bien comprendre les SBC, il faut aller regarder cette compagnie. Enfin, mieux comprendre. En gros, c'est une dépense. OK? C'est une dépense. Ici, par exemple, sur cette compagnie, il n'y a pas de cash. Le plus important, c'est qu'elle s'autofinance. Donc, malgré tous ces différents éléments-là, que les SBC soient à peu près, voilà, même que les SBC soient l'équivalent des free cash flow, on va le dire comme ça, histoire ici que l'entreprise ne perde pas énormément d'argent. OK? Et donc, le nombre d'actions, il est normal, il est totalement normal, c'est normal que ça augmente. Et quand tu regardes ici, sur notre prompt, il a dit quoi? C'est une entreprise en hyper croissance. Qu'est-ce que tu utilises pour la valoriser? Price to sales. Et je suis parfaitement d'accord. Ou tu fais de la guesstimation avec un DCF. OK? Qu'est-ce qu'elle fait? Sembotic est une entreprise de robotique et d'automatisation qui développe, construit et exploite des systèmes d'automatisation d'entrepôts basés sur l'IA. Tout le monde va te dire ça aujourd'hui. Il ne faut même pas que ça te fasse. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vente de systèmes, conception de fabrication et installation de systèmes d'automatisation complexes pour les entrepôts des clients. Les clients les plus grands détaillants, Walmart, machin,
Quelle fréquence? Achat très peu fréquent, mais massif. D'accord? Peut-elle augmenter les prix? Technologie est considérée comme la meilleure de sa catégorie et l'entreprise dispose d'un carnet de commandes de 23 milliards de dollars. C'est vrai ça? Ça donne une bonne visibilité. Et donc, si c'est la meilleure de la catégorie à l'heure où je parle, c'est peut-être encore vrai. Mais est-ce que ça sera la même chose demain? On ne sait rien du tout. Tu veux maintenant l'analyser. Qu'est-ce que tu prends? C'est le price to sales. Mais il faut que tu la compares à un client, à une entreprise qui fait à peu près la même chose. Je ne peux pas sortir le price to sales de mon chapeau. Bon, idéalement, tu aurais pris le secteur industriel. Tu prends le secteur industriel, tu vas sur Google Focus, tu cherches l'information. Je pense que je l'ai fait dernièrement ici, je vous ai montré ça. Google Focus, comme ça, je dis c'est important de suivre tous les lives en crescendo. C'est important parce que sinon, je suis obligé de parler de la même chose plusieurs fois et ça nous prend du temps. Voilà, mais comme je me connais, j'aime bien, je ne sais pas, c'est peut-être un défaut ou mais j'aime bien expliquer les choses. Je n'aime pas juste vous dire, oh, allez regarder telle ou telle chose. Même moi, ça me dérange. Mais je ne peux pas le. Permettez-moi également de ne pas le faire tout le temps. Alors, c'est le secteur industriel. Maintenant, secteur industriel, quel segment précisément? On a quoi? La machinerie. OK. Dans la machinerie, je vais là, machinerie, femme, bon, machinerie, ça va écrire dans le EV Construction. Quel est le price to sales moyen ici? Il est de 0,8. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que oui, on est dans la machinerie, mais parfois la machinerie, c'est très lourd comme secteur d'activité. Bref, il faut vraiment bien cartographier. En tout cas, ça sera au moins une fois le price to sales, globalement. Au moins une fois. Et donc, quand on regarde cette entreprise ici, le prix, j'aimerais payer une fois les revenus. Pas plus. Ça, c'est mon prix à moi. Je vais payer une fois les revenus. Quitte à me tromper, oui, la croissance, elle est là. Oui, le management, on a le produit le plus innovant, etc. Mais moi, je suis là pour les bénéfices. À un moment donné, si j'achète le business pour la croissance, je n'achèterai pas cette entreprise à moins de 37 dollars à l'action. Pas plus. Enfin, à plus de 37 dollars à l'action. Ah, c'est mon prix. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, le price to sell est influencé par les marges bénéficiaires. Donc, si elle a des marges bénéficiaires très élevées, elle peut avoir un price to sell très élevé. Faites très attention. Donc, commençons déjà par ce niveau-là. Bref, ça reste du domaine de la guesstimation. Je continue avec vos questions. Il est 1 heure, donc ça fait 1 heure de temps. Je vais bientôt m'arrêter ici, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Toi-même, tu sais que je ne vais pas répondre à ce genre de questions. Le top 3, je n'en sais strictement rien. Ton avis sur Cheesecake Factory, elle résiste mieux que Chipotle. Alors, Cheesecake, Chicken Symbol Cake. Ah, ben, c'est sûr qu'elle résiste mieux. Si elle résiste mieux, ça veut tout simplement, elles ne font pas la même chose. Dans la restauration, il y a plusieurs sous-catégories. Elles vendent quoi? Quand tu entends Cheesecake Factory, c'est sûr que c'est dans le domaine du café, ce genre de choses-là. D'accord? Peut-être peut-être qu'il y a autre chose derrière parce que les entreprises gardent ça. Parce que je sais que Cheesecake, au début, c'était juste ce genre de choses-là, mais ça évolue avec le menu déjeuner, etc. Donc, on est peut-être sur des brunchs, des trucs santé. J'ai regardé le menu, c'est pas mal. Mais le prix, on est peut-être sur du. Oui, c'est fast-food, mais peut-être à des niveaux de prix un peu plus élevés. C'est peut-être ça qui nous permet ici de résister. De toute façon, moi, j'ai appris à détester le domaine de la restauration. Vous me connaissez aujourd'hui, je ne veux pas. Si ce n'est peut-être pas McDonald's ici, ne me cherchez pas. Je peux faire les plus gros parce on dégage des économies d'échelle, de manière générale. Sinon, j'achète Cisco. Pas Cisco C-I-S-C-O, mais Cisco C-Y-S-C-O. Ça. Qui distribue à peu près dans la restauration. Pas la restauration rapide, encore que je ne connais même pas tous leurs clients. Mais ça peut être intéressant, une entreprise comme Cisco. Il y en a une autre.
Benzel, vous utilisez les produits de cette compagnie tous les jours. Vous ne vous rendez même pas compte. Comme je l'ai dit, parfois, investir dans un secteur d'activité, ce n'est pas forcément aller acheter, investir dans dans la restauration rapide, ce n'est pas forcément acheter McDonald's. C'est parfois peut-être acheter l'entreprise qui vend l'emballage. Allez regarder ce que Benzel fait. Je vous dis que vous la connaissez. Vous connaissez cette compagnie-là. Vous utilisez même ses produits. Vous utilisez ces produits. Donc, Benzel est une entreprise intéressante. Qui la connaît? Je ne dirai pas plus, je ne parlerai pas plus que ça, en tout cas. Donc, oui, si Cheesecake Factory résiste mieux, mais maintenant, ce sont les opportunités de croissance qui nous intéressent. Quel est le modèle qu'on a ici en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à mieux gérer les coûts, les volumes, les same-store sales, est-ce qu'ils augmentent? Je pourrais sortir le prompt sur la restauration ici. Après, d'ailleurs, ça peut être une bonne chose. Enfin, le tester, non, parce qu'on a déjà essayé de regarder ça dernièrement ici. Mais il est toujours en phase de test. Donc, il n'est pas encore disponible pour ceux qui sont dans le top premium. Mais une fois qu'il le sera, je vous mettrai au courant de manière générale. Donc, on prend ça parce que moi, Cheesecake Factory, il y a quelque chose qui va se passer. Enfin, les coûts de production, l'inflation fait à ce que les coûts de production augmentent. L'inflation fait à ce que les coûts d'exploitation augmentent. Donc, on parle du personnel ici. Donc, ce sont les éléments que tu dois aller regarder. Et si au-delà de ça, on n'a pas un pricing power, ça a rien parce que, voilà, en période actuelle, les, les, euh, les consommateurs veulent le meilleur rapport qualité-prix. Les poches sont vides. Le taux d'épargne est à combien? Allez, regardez. Donc, ici, ça prend le T3 2025. C'est on-premise, donc il y a une table à manger, etc. Donc, le T4, c'est 21%. 100% détenu en propre. Donc, ça veut dire qu'on peut se financer. Quand on dit 100% détenu en propre, ça veut dire ici que l'entreprise peut franchiser, peut faire, utiliser ici un modèle de franchise. Donc, ce n'est pas encore totalement fermé. Donc, ça lui permet ici de lever du capital. OK? Et donc, derrière ça, ça veut dire qu'il y a, un potentiel ici d'augmentation, de levée de capital ici qui existe, qui n'est pas encore utilisé. Mais les différentes stratégies sont utilisées de différentes manières. Par exemple, quand on détient nos magasins en propre, l'expansion est plus rapide. Or, quand on fait appel à des franchisés, on doit attendre on doit sélectionner les franchisés en question et attendre qu'il y en ait un qui veuille bien prendre plus de succursales dans une zone déterminée où on a envie de croître. Voilà, ça ralentit la croissance. OK? Donc, vous avez à peu près ça. Le prix moyen, le ticket moyen, il est élevé. C'est du casual dining, entre 55 et 65 dollars. Ce n'est pas donné. Tu imagines. Maintenant, est-ce que ça pourrait être appelé, ça pourrait faire appel à un certain type de personnes? Je ne dis pas qu'il y a de la place pour tout type d'entreprise. Hein, donc, tu as à peu près ces différents éléments-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Investissement à peu près. Ça coûte cher, hein? Ah ouais. Pour ouvrir un magasin ici, c'est une dizaine à 4, c'est beaucoup ça. Ça prend à peu près 3 à 5 ans pour récupérer. Bon, ça va. Les loyers sont élevés. Pourcentage de vente au mètre carré, c'est faible. Donc, ça veut dire que les restaurants sont quand même grands. Hein. Taux de rétention, manager, etc. Bon, il faudrait aller vérifier. Le manager va ouvrir 25 unités ici en 2025, 26 en 2026. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, le prompt, il est là. Il est encore en phase d'utilisation, en phase de test. Alors, je vais revenir ici parce que si on s'assoit pour analyser cette compagnie, ce n'est pas trop les chiffres qu'il faut regarder, c'est est-ce que le modèle est assez costaud pour survivre à long terme. Parce que dites-vous que si ça fonctionne, il y aura des concurrents. Donc, moi, je pense que je considère maintenant la restauration comme la vente au détail. C'est compliqué comme business. Compliqué. Les entités qui arrivent, les McDonald's, ils sont bien positionnés parce qu'ils ont l'envergure. Donc, en termes de, c'est vraiment la gestion des coûts. Ils ont le potentiel de résister à long terme. Donc, s'il fallait même choisir une seule, c'est celle-là qui allait peut-être m'intéresser. Et elle est assez versatile.
Oh, c'est les burritos qui fonctionnent, on en vend. Oh, c'est le café, on en vend. Oh, les croissants, oh, on en vend. Les bols santé, bah, on en vend. Bon, enfin, dans certaines zones géographiques. Bref, fais attention à ce type d'entreprise. Alors, je vais aller rapidement ici. J'ai craqué pour 20 actions Alphabet. Bienvenue au club. J'avais mentionné sur une vidéo sur le secteur de l'aviation. J'ai déjà fait un update, Joseph. Je sais que tu. Cette compagnie, en fait, il ne faut pas l'analyser quantitativement. C'est pas la meilleure manière, c'est pas une bonne chose à faire. OK? AerCap, c'est une compagnie financière. C'est le plus gros acheteur d'avions. Tu vois, Airbus, Boeing, machin truc, l'un des plus gros clients, c'est celle-ci. C'est cette compagnie. Donc, idéalement, au niveau du tangible book value, c'est là qu'on vient la chercher. Si tu veux avoir cette compagnie à ce niveau-là, si tu veux l'acheter à un bon prix, c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Vraiment à ce niveau-là. Maintenant, la demande pour les avions qui consomment moins en date d'aujourd'hui est très élevée et ils en ont. Donc, ils peuvent augmenter les prix. Et également, à la fin de l'année, si tu regardes cette compagnie et que tu vas regarder les free cash flow, tu vas voir qu'ils ne sont pas beaux à voir. Mais en fait, elle vend, elle achète des avions. C'est un loueur. Et donc, c'est le cash flow opérationnel moins le cash d'investissement. Ce qui reste à peu près, c'est le free cash flow. Donc, il faut normaliser ces free cash flow-là, qui ne sont pas très loin ici des différents net income. Hein. Je n'ai pas trop le chiffre en tête. Sinon, tu prends les cash flows opérationnels. Moi, la dette nette. Ici, maintenant, c'est quel chiffre il faut prendre? C'est la grosse question. Donc, tu as une entreprise à peu près qui a du 5 milliards 500 de cash flow opérationnel, 5,5. Disons, est-ce qu'on peut payer 15 fois les bénéfices ici? Compagnie financière, là, vraiment, il faut faire attention. Hein. Je te dirais que 10, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on a un risque ici de défaut, même si on arrive parfois à récupérer notre argent, etc. On prête nos avions, on loue nos avions à des entités qui ont les moyens. Donc, c'est vraiment difficile. En cash flow opérationnel, même, je te dirais, il faut faire très attention. Le marché ne paye pas énormément des cash flow opérationnels très élevés pour ce type d'entreprise. Donc, ça sera vraiment d'identifier le net income et de payer à peu près un chiffre qui se rapproche à peu près de 10 fois les bénéfices. Moi, je te dirais ici, si on les prend de manière ajustée, je fasse graphe, tant que ça reste en dessous des 130 $, moi, je suis correct. Donc, il correspond à peu près à 10 fois les, 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 les actifs nets moyens, les bénéfices nets attendus en 2027. Donc, dis-toi une chose ici, que quand tu vas lire les rapports financiers de cette compagnie, idéalement, si tu veux commencer à l'acheter, tant qu'elle se négocie en dessous de son book value, tu achètes massivement. Aujourd'hui, autant mieux prier qu'on n'ait pas un retournement de cycle. Parce qu'il y a également des cycles à ce niveau-là, mais pour le moment, il n'y a pas trop de nuages gris à l'horizon, même si on parle de l'immobilisation ici. Quelqu'un disait, oui, mais les avions sont immobilisés aux États-Unis, etc. Oui, mais c'est un loyer. Immobilisé ou pas immobilisé, tu payes ton loyer sur l'avion. Ce n'est pas leur problème. Mais ça peut mettre en danger les bilans de ces différentes entreprises-là. Donc, price to sales, de préférence, en dessous ou aux alentours de 1. OK? Donc, tu aurais pu acheter cette compagnie tous les jours, disons, entre 2020 et 2022. On a même encore proposé un prix aux alentours de. Ouais, en début d'année, là, en 2025, en avril. C'était intéressant. En tout cas, suis le tangible book value. À chaque fois qu'elle se rapproche de ce chiffre-là, tu agis en conséquence. Je pense que c'est la meilleure façon d'analyser cette compagnie en prenant une assez bonne marge de sécurité. Tesla dit que les 3 actions, Google, Amazon, 60% du portefeuille. Waouh. Karmas, Wilty et Fisser va voir. J'aime pas le PEG. Le PEG, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça revient à guestimer le PEG. Pour que le PEG soit intéressant, il faut le prendre sur une durée, par exemple. Si une entreprise, sur les 3 prochaines années, prévoit augmenter son free cash flow, disons de 45%,
je dis bien sûr les 3 prochaines années, et que tu l'achètes à 25 fois les bénéfices, admettons, ça veut dire ici que si le bénéfice net augmente de 45%, je dis bien s'il augmente de 45%, tu auras à peu près acheté cette compagnie aux alentours de combien? 45, tu fais 100 moins 45, ça donne 55, donc tu fais 55% de 25, ça donne à peu près 13 dollars, 14 fois les bénéfices. Or, le PEG, s'il te dit que non, un PEG de 1, c'est intéressant, oui, mais si l'entreprise fait 25% aujourd'hui et moins 10% demain, c'est plus intéressant. Donc, le PEG, il faut le prendre sur une durée. Donc, prends souvent ici l'attente sur les 3 prochaines années et tu te fais un avis par rapport à ça. Moi, c'est une métrique que je n'utilise pas. Je ne comprends même pas les gens qui l'utilisent. Après, chacun utilise ce qu'il veut, mais moi, je ne fais pas le PEG de 1, machin. Et comme encore, ça dépend encore des industries. Parce que c'est comme une entreprise qui s'échange à 100 fois les bénéfices, qui a une croissance de 100%. Excusez-moi, croissance de 100%, ça veut dire que les bénéfices vont doubler. Ça veut dire que si ça double l'année prochaine, tu l'achètes. Là où tu l'achètes à 100 fois les bénéfices, ça revient à 50 fois les bénéfices. Si ça double encore l'année suivante, tu l'achètes maintenant à 20, tu l'as eu à 25 fois les bénéfices. Mais si à partir de là, ça ne bouge plus, en fait, tu l'achètes à 25 fois les bénéfices. La seule manière pour toi de récupérer ton argent, c'est si l'entreprise continue à s'échanger à 100 fois les bénéfices, même dans 3 ans. Or, tu ne peux pas miser dessus. OK? Moi, mon plafond, c'est 25, qui correspond à 4% de rendement. Ensuite, le plus bas, c'est 10, qui correspond à 10% de rendement. Et entre les deux, j'ai 15 et 20. Dépendamment des secteurs d'activité, j'oscille entre 20 et 25. Il y a certains secteurs, je ne paye jamais plus de 15 fois les bénéfices, même si tu es en croissance. Dès que je vois assurance, banque, jamais plus de 15 fois. Bref. Alors, les amis, je vais bientôt m'arrêter par rapport aux questions. On continue demain. OK? Cyril dit: bonsoir, j'ai commencé du DCA sur ST Micro, je suis à la descente progressive. Que penses-tu de cette action? Franchement, je connais, j'ai une vague idée de ce que l'entreprise fait, mais ces marchés finaux sont lesquels? C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Et donc, si les marchés finaux sont au ralenti, l'entreprise aura tendance à souffrir. Vu que les actifs de cette compagnie, s'ils sont disons, indispensables à ces industries-là, on a juste à serrer les fesses et attendre que le secteur, le cycle redémarre. Et tôt ou tard, il va redémarrer. Et pour te protéger au maximum, achète cette compagnie là aux alentours de son book value. Là, c'est 20. Donc, à chaque fois qu'on va se balader aux alentours des 20, tant mieux. Mais il faut absolument que l'entreprise continue au moins à être free cash flow positif. Pas vraiment à gagner. Il faut que le free cash flow soit supérieur à 0. C'est ce qu'on veut. Comme ici, ça ne me dérange pas. Tant qu'il est là, c'est correct. Mais quand le cycle va redémarrer, on va revoir ce genre d'entreprise avec 2 milliards de free cash flow, on sera étonné, alors qu'aujourd'hui, price aperçoit à 10 fois les bénéfices nets. Donc, c'est vraiment la croissance sous-jacente que tu dois questionner. Qu'est-ce qu'on vend? À qui est-ce qu'on vend? Est-ce que c'est indispensable pour ces industries-là? Dans le domaine dans lequel l'entreprise fonctionne en date d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour développer un avantage concurrentiel? Maintenant, le DCA, ce genre d'entreprise, moi je dis, tu es vraiment courageux. Il faut faire attention à la pondération dans ton portefeuille. Les business cycliques, c'est bien de les avoir en bas de cycle, mais le cycle baissier peut durer très longtemps. Très longtemps. Très, très longtemps. Vous n'imaginez même pas. Parfois, ça peut passer 5 ans, ça ne bouge pas. 5 ans. Donc, il faut faire attention au business cyclique. Oui, j'achète aux alentours de tangible book value, je prends, je garde, mais je ne mets pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. Donc, je continue. Julien, par rapport à Schneider Electric, on en a parlé dernièrement. Encore une fois, c'est important de suivre les... Je sais que vous n'avez pas le temps, hein, et vous, parfois, vous me prenez comme ça lors d'un live au détour, mais j'en ai parlé. Je vais aller rapidement au niveau des chiffres. Schneider est bien positif, OK? Idéalement, quand tu parles de fair value, si la demande, moi, si je voulais faire l'acquisition de Schneider Electric, mon prix à moi serait aux alentours des 150 € l'action. Ça, c'est mon prix. C'est le prix à partir duquel je serais à l'aise pour pouvoir bénéficier de la croissance à venir. Maintenant, tout est au niveau de cette croissance-là. Quel est leur plan stratégique sur les 3-5 prochaines années? Qu'est-ce qu'ils espèrent avoir? Est-ce qu'ils ont tendance à faire ce qu'ils disent?
Ça, ce sont les questions que tu dois te poser toi en tant qu'investisseur. Parce que les chiffres ici, je peux venir m'asseoir et dire, ouais, bon, 25 fois les bénéfices, je mets ça, ça fait 250 dans l'entreprise est correctement évaluée. Pour le moment, c'est à 25 fois les bénéfices parce on a un big trend qui va avec nous. Mais tôt ou tard, on va ralentir comme ici. Ça va revenir à peu près à la normale. Et donc, je n'ai pas envie de payer 15 fois les bénéfices. Déjà, en dessous des 150, commençons à réfléchir par là. Mais je n'ai pas dit que c'est la fair value. C'est le prix à partir duquel je serai à l'aise parce que je pense que cette compagnie a un pricing power. Elle fait partie des meilleures dans son domaine d'activité. Mais est-ce que j'ai une marge de sécurité? Point d'interrogation. Mais la croissance séculaire, elle est là. Et vous la connaissez. Au passage, qu'est-ce qu'on dit? Ok, je suis derrière depuis un moment. Non. Ok, j'ai fait x2 sur mon portefeuille. Qu'est-ce que tu dis? Au passage, je donne mon retour d'expérience. Ah, Tesla dit qu'il ça fait. Enfin, Tesla, comme j'ai toujours dit, tu fais x2 grâce à toi. Ok? Je ne sais pas si j'ai été. Si, voilà. J'ai eu un. Voilà. C'est pas moi qui supporte ici l'aspect psychologique de la chose. Tu me connais, tu sais que ma réponse va ressembler à celle-là. C'est pas de la fausse modestie, mais si tu me rends responsable de tes succès, tu me rendrais également responsable de tes échecs. Mais également, je sais que tu es quelqu'un de très... Tu sais à peu près comment est-ce qu'on pense dans le top premium et que c'est parfois en période difficile, on essaie de se poser les bonnes questions. Quand ça va mal et qu'on repère que ça va mal, on passe à autre chose. Mais tout le monde est responsable de ses choix. Maintenant, tu fais x2. Si j'étais un malhonnête, j'allais dire, ah, c'est grâce à moi, vous voyez, venez dans le club, vous aurez également x2. Moi, je ne sais pas si vous aurez du x2. Hein. Je ne promets aucun rendement. D'accord? Si vous avez l'habitude de me voir sur YouTube et que vous appréciez ce que je fais et que vous pensez que je peux vous aider à pouvoir passer un cap en tant qu'investisseur, bienvenue. Mais si vous avez des attentes